Journal de Pierre Loti, 1882. 1er janvier. Un temps doux et printanier. Ce premier de l'an ressemble pour moi à celui de l'année 1880, passé ainsi à la maison, dans la tranquillité du foyer. Seulement, il y a une place vide, tante Lalie, et mes deux autres pauvres bonnes vieilles sont un peu plus affaissées, un peu plus près du terme final que je sens venir, et qui sera pour moi la fin de la famille, la fin de tout le passé, la fin du foyer, et aussi sans doute la fin de ma vie officielle et française. Note. L'ambiguïté allusive de cette phrase laisse-t-elle entendre que Julien Viaud attend la disparition de sa mère pour changer de vie, devenir turc, ou plutôt l'être qui suit disparaître? Suicide? Reprise. Il y a les agitations de la politique qui mettent tout en question. On dit qu'on va fermer notre pauvre port de Rochefort, tout au moins supprimer la majorité générale. Alors, je quitterai mon poste monotone pour reprendre la liste d'embarquement. Mais on m'enverrait qui sait où, et de nouveau tout serait en question. Il y a cet amour de décembre dernier que j'avais juré de chasser, de balayer de ma mémoire pour toujours, et qui me revient en tête, plus terrible, plus délicieux que jamais. 10 janvier, plus 9 jours. À Émile Pouvillon italique. Je suis comme vous tombé dans le gris uniforme qui annonce l'hiver. Vous avez renoncé à l'amour, vous, et je conçois que cela jette une tranquillité de mort sur la vie. Pour moi, il n'y a encore que l'amour, mais cela ne durera peut-être plus bien longtemps, et après? Après, je m'en irai dans le Levant, ou j'en achèterai. Et après? Quand il faudra le payer trop cher? Après, ce sera la fin au moyen d'une boulette de Morora, et on me portera en terre, vous savez, la petite borne coiffée du turban sous les grands cyprès. 14 janvier, plus 4 jours. 32 ans cette nuit. Tout est sombre partout. Mes pauvres bonnes vieilles m'ont donné de jolies fleurs pour cette fête. De ma sœur Marie, j'ai reçu un bouquet de roses. Mais comme tout est sombre, et comme cet amour qui vient de passer dans mon hiver a bouleversé ma vie, qui redevenait calme. Rochefort, 23 janvier, plus 9 jours. À Jousselin, italique. À vous, je dis pêle-mêle et au hasard tout ce que j'éprouve. Mes deux dernières lettres, l'une après l'autre, ont dû vous sembler peu compréhensibles. Que voulez-vous? J'ai la tête toute pleine d'amour. La première était triste parce que tout me semblait fini entre nous deux. La seconde était joyeuse parce que j'avais, contre tout espoir, un rendez-vous pour le lendemain. Le rendez-vous est passé. Pendant une nuit, de 8 heures à 4 heures du matin, nous avons été livrés l'un à l'autre. Nous avons fait tout ce que peuvent faire deux êtres qui se jettent mutuellement cette espèce de fascination physique qui est plus que de l'amour, qui est quelque chose de sans nom. Et je l'aime plus que jamais. J'aime sa corruption, son impudeur, qui a quelque chose de noble et de sublime, comme serait l'impudeur d'une Vénus antique. J'aime son cynisme et sa tristesse et son défi jeté à tout. Je voudrais la fondre en moi ou me fondre en elle. Je voudrais être éternellement jeune et être beau comme elle. Je voudrais l'épouser, c'est impossible. Encore deux ou trois nuits comme celle-là, avec de grands dangers autour, et puis viendra l'époque de son mariage, et ce sera fini. Je vous assure que je souffre. En dehors d'elle, rien n'existe plus pour moi. Vous brûlerez ma lettre, tout cela n'a rien à voir avec notre industrie littéraire. Note, allusion à leur collaboration, qui donnera Fleurs d'ennui, novembre 1882, et dont il est question dans la lettre suivante. Reprise. Rien à voir avec notre industrie littéraire. Si je vous fais pitié, tant pis. Il me faut quelqu'un au monde à qui je puisse parler d'elle. J'éprouve comme un besoin de crier dans les rues tout ce que je devrais renfermer au fond de moi-même comme un crime, et je suis obligée de dissimuler, de me composer une attitude incalme vis-à-vis de tous ceux qui m'entourent. Je vous ai dit corruption en parlant d'elle, mais non,
Elle ne l'est pas corrompue. C'est l'épanouissement, l'ardeur d'une jeunesse admirable. Elle a été abandonnée de bonne heure, au milieu de convoitises d'hommes qui lui ont appris qu'elle était plus belle que les autres femmes. Elle a conscience de la splendeur de sa chair. Ce n'est pas sa faute. Si on le lui a tant dit, et s'il en est résulté cette espèce d'impudeur que je lui pardonne. Elle est cet idéal de beauté physique que j'ai cherché toute ma vie, partout. Je n'ai jamais tant aimé avec mes sens. Je vous ai dit que je voudrais l'épouser. Je lui pardonnerais tout, je l'adorerais. Elle redeviendrait honnête et douce. Je voudrais mêler mon sang avec le sien pour avoir des enfants qui seraient beaux comme elle. Le reste m'importerait peu. Si elle n'était pas bonne et douce et honnête au fond, il n'y aurait pas par instant dans ses yeux cette douceur infinie et cette candeur d'enfant. C'est le barbouillage d'un garçon de 15 ans que je vous envoie là, mon cher ami. Prenez-moi en pitié, vous aurez raison. Il me semble que j'ai rajeuni aussi depuis quelques jours et que j'ai embelli. Je me suis remis à cultiver mes muscles par la gymnastique. Je voudrais être beau, moi aussi absolument beau. Il n'y a que cela au monde qui ne trompe pas et ne jamais vieillir. Écrivez-moi, je vous prie, avec indulgence. À vous, mon cher ami Julien Viau. Il n'y a rien de factice dans cette lettre, rien de loti. Tâchez de me comprendre et de m'excuser. 27 janvier plus 4 jours. À Jousselin. Italique. Mon cher ami, vous recevrez ce soir, premièrement, une fleur jaune philosophique de Plumequette. Note. Loti et Plumequette, dans Fleurs d'ennui, composent un bouquet de récits, œillets d'Inde et fleurs de pissenlit. Le monstre mongol est sans doute le long récit de Plumequette sur la Chine. La fleur chrétienne serait le 7e pissenlit où Loti parle de ses impressions religieuses. Reprise. Vous recevrez ce soir, premièrement, une fleur jaune philosophique de Plumequette, qui est à peu près de vous. Vous seriez bien gentil de la condenser un peu. Elle est déjà la condensation d'une de vos lettres. Et puis, il vaudrait peut-être mieux la présenter au public comme un résumé de choses déjà certainement connues de lui, que comme une machine nouvelle. Vous me direz votre avis là-dessus. Deuxièmement, la fleur chrétienne que vous m'aviez commandée et qui est fort entachée de panthéisme et même de paganisme. Que voulez-vous? On fait ce qu'on peut. Celle-là, je vous l'abandonne. Épiloguée, houspillée, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais elle ne vaut guère. Voyez-la consciencieusement, sans parti pris ni pour ni contre. Je voudrais au moins qu'elle ne fût pas banale. Troisièmement, la première partie du monstre mongol, surtapée d'après vos indications. Voyez si cela peut être définitif ainsi, et alors je recopierai les 2 ou 3 pages trop barbouillées, et ferai le nettoyage des autres par mes petits procédés. Je travaille à la suite, mais toute ma tête est ailleurs. Et vous, avez-vous fait la fin? Votre ami Julien Viau. Nuit du 21 au 22 janvier. Un froid sombre et glacial sur notre rendez-vous. Le matin du 22 janvier, après l'avoir quitté, et eux, je m'en allais seul à travers cette grande ville méridionale, note Bordeaux, qui s'éveillait couverte de givre, sous un ciel morne et plombé. Une tristesse immense, une envie de mourir, et puis un désir fou par moments, de revenir sur mes pas, de l'emmener avec moi en risquant tout, et quoi qu'il puisse advenir. Mardi 7 février. Mort de tante Adèle. Note. Une des tantes paternelles, née en 1800. Nuit du 11 au 12 février. Ce moment délicieux entre tous, ce premier moment où la tête se pose sur l'oreiller, ce premier frôlement timide de 2 corps qui tremblent, qui brûlent de se toucher tout entier, et qui n'osent pas encore et qui commencent à se joindre par les lèvres.
Et puis la sensation de s'anéantir, de s'abîmer l'un dans l'autre. Je lui disais ces 3 mots éternels: «Je t'aime». Et elle, avec une petite voix enfantine que je ne lui avais pas encore entendue, avec une douceur infinie et un accent de doute et de mélancolie: «Tu le dis. Rochefort, 13 février. À Jousselin, italique». Je l'adore tant que je ne sais plus comment l'exprimer. J'ai la tête toute pleine de choses que j'ai un besoin terrible de dire à quelqu'un qui puisse comprendre, de choses affreusement sensuelles peut-être, mais tellement mêlées à d'autres, qui sont mystérieuses et sublimes, que je crois qu'elles sont pures aussi, et que je les dirais sans honte si vous étiez près de moi. Mais je ne saurais pas les écrire et cela me fatiguerait. L'autre nuit, un moment, elle s'était endormie. Je n'osais plus la toucher de peur de l'éveiller, alors, pour ne pas perdre un moment du temps précieux de cette nuit, sans la saisir au moins par un de mes sens, j'avais allumé tout doucement une lampe pour la regarder dormir. Alors, j'avais une envie terrible de mourir. C'est la seule fois où j'ai éprouvé ce sentiment près d'elle. Au contraire, c'est une envie de vivre, un besoin de jeunesse, une ardeur de respirer, un renouveau de force. Je lui ai demandé de partir avec moi, de nous sauver ensemble n'importe où. Tout me serait indifférent pour la garder, et nous pourrions nous marier après. Mais c'est elle qui ne le veut pas. Elle ne le veut pas. Là est l'impossibilité absolue. Elle n'a pas confiance en moi pour l'avenir. Elle m'aime bien, mais comme un être incompréhensible, instable. Elle me sacrifie le présent, mais elle a peur pour plus tard. Quoi que je dise, quoi que je fasse, elle n'a pas confiance en moi. Et ce n'est jamais que de cette manière que j'ai pu être aimée, à part à Stamboul peut-être, aimée comme un jouet d'un moment, comme par une fantaisie qu'on subit fatalement, et qu'on aurait hâte de voir finir. Et vous vous étonnez après que je sois devenu mauvais. Après son mariage, je ne sais pas ce que deviendra cet amour. Je n'ose pas lui demander positivement. Aurons-nous encore des rendez-vous? Je le demande évasivement, avec timidité. Elle me répond d'une manière évasive. En parole, nous sommes d'une chasteté dont vous n'avez pas idée. Elle aime aussi, j'en suis sûre, celui qu'elle va épouser. Elle l'aimera plus que moi quand elle sera sa femme. Il la ramènera tout doucement à la vie droite et honnête. Et moi, que deviendrai-je? Lundi 6 mars, plus 15 jours. Remis et laissé définitivement mon service de secrétaire de la majorité. Nous nous quittons bons amis avec l'amiral. Je reprends à la division le service de la compagnie, la liberté, la vie à l'air avec l'escrime et la gymnastique oubliée. C'est le bien-être de revenir à la vie. Le printemps arrive en même temps que je sors de prison. Les belles journées de soleil, les arbres fleuris, je refais dans la campagne en compagnie de Rocancourt souvent, les promenades d'autrefois du temps de mon enfance. J'attends une lettre d'elle et un rendez-vous. 7 mars, lendemain. Retrouver Charles S. Note Charles S. qui deviendra Barada dans Mon frère Yves. Charles S. et toute la bande à 10 heures. Temps froid dans la brume. J'ai grand-peine ce matin à me trouver au niveau de cette gaieté bruyante d'enfants du peuple. Je l'adore plus que jamais. Elle aussi peut-être même davantage. Elle veut retarder au moyen de différents prétextes le jour de son mariage, pour que nous puissions avoir encore 2 rendez-vous. À midi, le soleil se lève et la vie me revient. Le tapage de la foire. Une grande foire bruyante du midi, où se coudoient des basquaises, des béarnaises et tous les types bruns des Pyrénées. Il y a des femmes qui lui ressemblent et dont la présence me trouble. Dans une baraque de lutteurs, nous imaginons de faire assaut de cannes, note, sorte d'escrime pratiquée avec de longs bâtons. Charles S. et moi, et cela relève mon prestige aux yeux de la bande. 3 heures. Je les quitte tous et vais faire avec soin ma toilette. À 7h30, j'arrive en voiture dans le bois où nous devons nous retrouver. Seuls tous les deux en plein jour, sur un versant que chauffe le soleil du midi, le soleil un peu rouge du soir sous de grands chênes effeuillés. Sur des tapis de violettes, nous passons une heure mélancolique, timides l'un auprès de l'autre, et redevenons chastes au grand jour comme des enfants.
ce soleil chaud, ce printemps qui revient, m'apporte aujourd'hui une tristesse de mort. Je sens que ce sera mon dernier printemps d'amour. La fin de toute chose, toutes mes forces d'aimer s'en iront avec elle. Ce sera fini de ma jeunesse, cet amour emportera tout. Et ce soleil éternel, rajeunissant tout, sourit d'une manière sinistre. Il me fait l'effet du grand pourrisseur, du Baal Zéboul. Note. Une des transcriptions du dieu Belzébuth dans la Bible, chez les Phéniciens, un des avatars du dieu principal Baal, et qu'on peut traduire par Zéboul prince. Baal est omniprésente dans la Torah et l'Ancien Testament. Du grand pourrisseur du Baal Zéboul des Cananéens. Des bandes joyeuses de jeunes garçons en béret, de jeunes filles aux cheveux noirs, reviennent de la ville, on les voit passer sur le chemin à travers les branchages effeuillés. 3 femmes passent au type étranger exquis, avec des teints d'arabes. Des gitanes, dit-elle. Elles sont bien belles. Elles sont aussi belles que moi? Le soleil se couche et je rentre dans la grande ville. À 11 heures, je dois revenir à la porte du jardin qui sera laissée ouverte. Dîner avec Charles S. dans un quartier où je ne suis pas connue, où je n'ai aucun rôle à jouer. Et à 11 heures, j'arrive à cette porte de jardin. Samedi 11 mars. La lettre, arrivée hier au soir. Je prends le chemin de fer à 1 heure. À la tombée de la nuit, sur les quais de la grande ville, je prends mon rôle de Louis Berny. Dîner dans une auberge avec les 3 frères S. Je suis Louis Berny. Note. Loti donnera ce nom de Berny à son héros de Matelot, 1893. Jean Berny. Reprise. Je suis Louis Berny, venant de finir mon temps de service dans la flotte comme timonier, en même temps que Charles S., le canonnier, mon camarade de bord. J'ai 26 ans et je navigue au long cours. Guillemets. Il a les mains bien blanches pour venir du service, dit l'aubergiste qui y voit clair, et il a l'air jeune pour avoir déjà fini. Fin de guillemets. Alors, Charles S., que rien ne déconcerte, engage une conversation de matelot sur nos campagnes. Nous terminons par une séance de boxe qui chavire les tables et lève tous les soupçons. L'heure attendue, désirée, l'heure délicieuse approche. Je dis adieu à ces braves gens. Charles S., un nouvel ami qui vient de me surgir avec un dévouement tout frais, m'accompagne jusqu'à la sortie des quartiers noirs de la banlieue. Et me voilà seule dans la campagne, la nuit tiède, sentant le printemps. La première étreinte, le premier frôlement de nos corps qui se touchent, est cet instant d'inexprimable ivresse que je ne sais rendre avec aucun mot d'aucune langue humaine. Il y a quelque chose à certains moments dans son regard noyé, perdu sous ses longs cils, que je ne puis exprimer qu'ainsi. On dirait que sa prunelle noire devient transparente, limpide, devient bleue. Elle dit tout bas avec une impudeur païenne, en m'entraînant devant une grande glace en pied, « Viens, nous allons poser les antiques, tu verras, ce sera classique. » Et nous voilà dans cette chambre blanche de jeunes filles, nues comme des marbres grecs, essayant des Daphnis et des Chloé, des enlacements immobiles de statues amoureuses. Un peu avant le jour, je m'en vais dans la campagne humide et froide, couverte d'un suaire de brume blanche. Nuit du 12 au 13 mars, quelques heures plus tard. Mon cher ami, écriture italique, lettre à Jousselin. Je vous renvoie à votre fleur philosophique et le commencement de ma fleur chrétienne, le tout retapé suivant vos indications. Voyez si ça va et renvoyez-moi donc le tout le plus tôt possible.
Dans la fin de la fleur chrétienne, je n'ai eu qu'à corriger mes fautes d'orthographe. Elle n'a pas besoin de vous être renvoyée non plus que la grande fleur chinoise dans laquelle je vais faire seulement les très petites modifications que vous indiquez et introduire 10 000 longévités avec de la lumière sphérique et autres inepties nouvelles. Je n'aurai donc plus à vous envoyer que la queue du monstre, c'est-à-dire la soulerie à laquelle je vais travailler aujourd'hui même. Note: le monstre chinois se termine effectivement par un repas fort arrosé, champagne, mouette et chandon, Bordeaux, vin de Pékin, etc. Reprise. Je vais travailler aujourd'hui même. Je crois que cette chinoiserie sera fort jolie et fort originale. Quand vous serez ici, nous ne travaillerons pas trop, si vous voulez. Nous nous promènerons, nous jouirons un peu du printemps. J'aurai besoin de vous à cette époque-là, mon cher ami. Ce sera un moment terrible à passer pour moi. Le moment de son mariage. Ce sera la première fois de notre vie sans doute que nous saurons être ensemble, vous et moi, sans nous fâcher, et que nous jouirons un peu l'un de l'autre. Je m'en fais une fête. Adieu, mon cher ami. Donnez-moi des nouvelles de madame Jousselin et de votre petit Albert. À vous, bien affectueusement. Julien Viau, 13 mars. À 4 heures du matin, je l'ai quitté, et eux. Il est 10 heures. Quand j'arrive sur les quais de la grande ville. 10 heures quand j'arrive sur les quais de la grande ville. Le bal, lui, dans le ciel. B-A-A-L. Un chaud soleil méridional dont la lumière et le rayonnement joyeux me font je ne sais quel effet sinistre. À un angle de rue, je tombe sur Charles S. et sa bande, qui flânent au soleil devant leur navire, attendant le patron qui les embauchera. J'accepte de déjeuner avec eux et tout à coup, je suis au niveau de leur gaieté franche et bruyante. Il y a aussi la bande Matiche qui se joint à la nôtre. Tiret. Vous étiez canonnier comme Charles? Me demande Matiche avec un air de doute. Que non pas, répond Charles S. Il a bien les mains trop blanches, il était timonier. À 1 heure, ils viennent tous me conduire et me serrer la main à la voiture qui m'emmène. Et même 2 de la bande y montent avec moi pour m'escorter jusqu'à la gare. Cette fois, j'ai bien joué mon rôle, et je pourrais le jouer encore longtemps sans crainte de me trahir. À 8 heures du soir, j'arrive à Rochefort. J'y trouve ma sœur et Ninette. Jeudi 16 mars, plus 3 jours. Soir de la mi-carême. Henri et tous les Duplay à la maison, à passer la soirée comme autrefois, dans le bon vieux temps de mes premières années. Ninet costumée, en marquise, dans une robe Louis XV authentique. Moi, costumée en je ne sais quoi pour lui faire plaisir et gaie en apparence. Entraînée par toute cette bonne gaieté de famille qui, à un moment, donne le change à ma pensée. Et quand je me retrouve après la nuit dans ma chambre solitaire, cet amour me brûle comme un fer rouge. Je m'endors un instant, puis je m'éveille, tordant mes mains dans une angoisse sans nom, songeant à elle que j'adore, d'une adoration sensuelle et terrible, comme je n'ai jamais adoré personne, et qu'on m'arrachera bientôt pour toujours. Rien n'existe plus pour moi, ni le passé, ni le présent, ni personne au monde, rien qu'elle. Et j'embrasse ses cheveux, je les touche, je les serre contre ma poitrine nue, ils me brûlent. Si elle était là, je roulerais à ses pieds comme un insensé, et je mettrais tout sous ses pieds, tout ce que j'ai aimé et respecté, et mon âme avec mon corps, et ma vie, et mon honneur, et toutes les choses de ce monde et de l'autre pour seulement la toucher, ou sentir ses lèvres contre les miennes, lundi 20 mars, plus 4 jours. Au bois de Chartres, note, lieu dit dans les environs de Rochefort, sur la route du Breuil-Magné. Au bois de Chartres avec Ninet, par un temps tranquille et exquis, le bois plein de prines verts et de petites fleurs de mars. Je n'étais pas venue dans ce bois depuis 20 ans, depuis mes promenades de petit enfant, et je m'y reconnais, et je le fais connaître à Ninet, et cela me ramène à ces premiers printemps de ma vie. Mardi 21 mars 1882. Au Breuil et à Beauregard, avec Ninet,
Mardi 28 mars, plus une semaine. Début de l'affaire du souverain. À 11 heures du matin, Bélion me fait appeler au jardin public, note, le jardin de la Marine, au pied de la préfecture maritime. Au jardin public de la part de l'amiral pour me prévenir officiellement que mon honneur vient d'être attaqué de la manière la plus odieuse, à bord du vaisseau École des canonniers, où l'amiral voulait me faire embarquer. J'ai été refusé par un vote de 30 officiers pour avoir perdu l'estime de mes camarades. On me donne à entendre que les accusations portées contre moi sont terribles. Je ne sais pas encore qui m'accuse, ni ce dont je suis accusé. L'amiral me fait dire qu'il est pour moi et me soutiendra envers et contre tous, jusqu'à preuve que j'en suis indigne. C'est la foudre qui tombe sur moi. Je suppose, comme cela est naturel, qu'ils ont mis le doigt sur la chose sombre que je croyais avoir si bien cachée à tous et ensevelie. Je me sens perdue. C'est dans la journée que Pierre doit passer par Rochefort pour aller à Rosporden et que je dois lui serrer la main à la gare. Dans mon trouble, je me trompe d'heure. J'arrive juste pour le voir partir de loin dans le train qui s'en va. Je cours pour essayer de lui toucher la main qu'il me tend pour la dernière fois, peut-être. Trop tard, il est trop loin. Je le perds de vue comme dans un mauvais rêve. En s'éloignant, il me crie qu'il descend à la station suivante et que j'y vienne. Je prends le train une demi-heure après pour La Rochelle. Je cherche Pierre qui n'y est pas. Je passe à La Rochelle une heure que je n'oublierai de ma vie. Seul, me sentant abandonné, maudit. En présence de cette chose nouvelle, la seule de toutes les souffrances qui me soit encore inconnue, le déshonneur. Jeudi 30 mars, plus 2 jours. Dieu merci, je sais ce dont on m'accuse et je respire. C'est si enfantin, si facile à détruire, que je relève la tête et me sens sauvée. La tâche qu'il y a dans ma vie, ils ne l'ont pas soupçonné, ni eux ni personne. Ils sont passés à côté. Et dans leur jalousie stupide, ils ont porté des accusations absurdes, avoir été trop liés il y a 11 ans sur le Jean Bart avec Joseph, avoir profité de notre intimité pour lui extorquer de l'argent. Je trouve parmi tous mes camarades de Rochefort des sympathies ardentes sur lesquelles j'étais bien loin de compter, et une indignation qui me fait du bien. Je vais appeler tous mes amis à la rescousse. Ce sera facile sans doute de les confondre. J'en serai quitte pour un duel ou deux. Je me remets à l'escrime, avec un entrain extraordinaire. Ces duels me montent la tête. Cette fin, après tout, m'amuserait. Jeudi 30 mars, même jour, 10 heures du soir. Une lettre sinistre arrivée de Genève par le courrier de 7 heures du soir. L'écriture seule de l'adresse m'avait fait trembler. Je crois que l'heure terrible est arrivée. Je suis perdue. De tous côtés, tout est menace et terreur. Seule dans ma chambre, je mets en ordre mes papiers comme ceux qui vont mourir. Je pars demain matin. Samedi soir 1er avril, lendemain. Dans ma petite chambre blanche de Rosporden, que je ne pensais plus jamais revoir, un profond silence dans le village, le calme aussi dans mon cœur. Hier à Paris, reçu lettres et dépêches de Genève, contre-ordre, un sursis à mon arrêt de mort. J'ai rebroussé chemin, me suis réfugié ici auprès de Pierre. Dimanche 2 avril, dimanche des rameaux. Tout le monde dans le village porte à l'église sa branche de buis à bénir. Un beau temps de printemps, le calme continue à se faire. Tout va bien dans la maison de Pierre. Petit Julien croit en force et en intelligence. Je l'aime presque comme un fils. Mon cher Pierre, si profondément repentant de sa dernière faute, que l'espoir aussi me revient tout à fait pour lui. Petit Julien caché sous la table.
Tu me vois pas, parrain, tu peux pas me voir. Petit Julien, passant l'inspection de ma malle. Oh, tu as 2 glaces, parrain, une petite glace et une grande glace, et puis tu as aussi des bas. Oh, tu en as 6, parrain. Après la grand-messe, nous allons tous ensemble voir la tombe de gazon des pauvres vieux Ledeuf, devant le porche de l'église auprès de l'étang, et la tombe de la petite Marianne, une croix blanche entourée de fleurs. Il fait beau dans les bois bretons tout remplis de fougères, de primes-verts. Je suis presque heureux d'avoir retrouvé mon cher Pierre et le calme de ce pays, cette simplicité honnête. J'oublie que je suis menacée dans ma vie et mon honneur. Cela me semble un rêve sinistre qui va se dissiper. Le soir, quand petit Julien est endormi, après avoir fait le diable, on invite Isabelle et Yves à venir jouer à la vieille fille, le jeu qui a le don d'amuser comme un enfant mon cher Pierre. À la fin de la soirée, Pierre prend gravement le papier sur lequel j'ai inscrit nos noms à tous et nos parties gagnées. Il y inscrit la date et le plie dans sa poche sans rien dire. Moi, je comprends. C'est pour l'emporter là-bas à bord, le joindre aux souvenirs précieux du pays. Lundi 3 avril. Je quitte mes chers amis de Bretagne à 1 heure. Un air de biniou salue mon départ. 4 avril. Manquer un train à Nantes le matin. Arrivé à Rochefort à 8 heures du soir pour prendre le service d'adjudant-major, couché à la caserne. 5 avril. À Madame J. Adam, italique. Madame, je trouve ce soir votre lettre à mon retour de voyage de Bretagne. Je me sauve ainsi en Bretagne dans les moments de plus grand trouble. J'ai là un petit chez moi inconnu dans un village et je m'y repose au milieu d'amis extraordinairement simples comme je voudrais l'être moi-même. Vous ne m'aviez jamais mis si près de vous, madame, je n'avais jamais si bien senti que c'était pour moi une chose vraie et possible d'être votre amie, et cela m'ouvre tout un champ d'idées nouvelles. Cette croyance, cet idéal dont vous me parlez, je ne l'ai pas et je le comprends à peine. Mais je serais heureux de l'avoir et de le tenir de vous. J'ai eu dans mon enfance une foi très ardente, un enthousiasme passionné pour le Christ. J'ai passé depuis par bien des phases. À présent, j'en suis à une espèce de panthéisme vague, triste. J'aime par-dessus tout le soleil et les solitudes dans les bois où je me repose de tout et où j'oublie tout. Je comprends la nature d'une manière profonde, mystérieuse, inquiétante. Déjà, je m'abîme en elle. Avec cela, une horreur pour tout ce qui est progrès, idées et choses modernes, obligation sociale, solidarité et un culte qui tient du ressouvenir pour tout ce qui est le passé. Et puis je songe, avec une terreur suprême, au moment où viendra la vieillesse, où on ne m'aimera plus. Ce long gâchis que je viens d'écrire, c'est à peu près ma confession aussi claire que je suis capable de la formuler. Je voudrais être comme mes amis simples de Bretagne, qui croissent comme des plantes saines, donnent leurs fruits et savent mourir tranquilles quand il est temps. Humblement à vous, J. V. Dimanche 9 avril, Pâques. À Madame J. Adam, Madame. Votre lettre est venue me trouver à la caserne un jour de garde, ce dimanche de Pâques, qui était autrefois un jour de fête. Tous les hommes sont dehors, je vous écris en plein air, dans la grande cour silencieuse, le ciel est bleu comme en Afrique. Les vieux porches sont tout blancs de chaux, comme dans les villes arabes. Il y a dans un coin 2 matelots qui jouent avec un singe, et un soleil déjà brûlant resplendit sur le tout. Votre lettre aussi, c'est du soleil, et tout cela, les choses que vous me dites, les choses extérieures, tout cela me ramène en Orient, dans les pays où j'ai commencé à adorer ce Dieu qui est le vôtre. Mais nous n'avons pas le même symbole. Vous dites Apollon, moi je dis Baal, B-A-A-L. Ce soleil d'Orient et d'Afrique, jamais adouci, jamais voilé, éternel, souriant d'un sourire de sphinx, sur les grandes ruines de l'antiquité grecque ou sacrée, exerce sur moi une attraction étrange, un charme, qui est fait d'une tristesse immense, c'est Baal.
même le Baal Zeboul, le grand pourrisseur. Vous parlez d'espérance dans la mort. Quelles espérances pouvons-nous avoir, vous et moi, madame? Ou en effet, il faut me les dire. Je vous croirais peut-être. Je n'avais jamais fait à personne cette confession païenne que je vous ai envoyée l'autre jour, et j'éprouve une espèce de terreur en vous trouvant semblable à moi. Puisqu'une forme de votre intelligence a pu en venir aussi à ces croyances navrantes, c'est qu'elles sont peut-être les seules possibles. Alors cela me fait peur, et l'envie me vient de reprendre ce que j'ai dit, de reculer, d'essayer de vous entraîner avec moi vers quelque chose de moins désolant, de plus chrétien. Toujours cette image du Christ qui m'est restée de mon enfance, à laquelle je tiens encore par le cœur. Jamais je n'aurai le courage de lui faire ouvertement la guerre. Vous êtes grecque, vous, madame. Je le savais un peu déjà, mais vous avez, dans toute sa plénitude, cette chose que les Grecs adoraient, la beauté, moi, hélas. J'aurais peut-être pu être beau aussi si j'avais reçu une autre éducation physique. J'ai été élevé en plante de serre, comme pas un autre enfant ne l'a été. J'ai été né pour les choses simples, et dès le début, je me suis fatiguée à des choses terriblement compliquées. C'est le plus grand malheur de ma vie, mais j'en ai eu encore bien d'autres. Plus tard, devenu homme, j'ai voulu façonner mes muscles sur les modèles grecs par des excès d'exercice physique, mais il n'était plus temps pour acquérir toute la force désirée et changer mon visage flétri. Je donnerais tout au monde pour la beauté que je n'ai pas. Vous aussi, vous admettez les superstitions comme vérité supérieure. J'ai, depuis longtemps, cherché à prendre celle de mes amis simples, et j'y ai à peu près réussi. Je n'ai presque plus l'amour de la patrie. Veuillez agréer, madame, mes hommages respectueux et mon affection. Mardi 11 avril. Je pars pour aller la rejoindre. L'affaire du souverain s'envenime et prend des proportions graves que je n'attendais pas. Et cela encore n'est rien auprès de la menace terrible qui est suspendue sur ma tête du côté de Genève. Ma vie, mon honneur, tout est en question. Il me semble que je touche à l'heure suprême des châtiments terrestres, que je n'ai plus de lendemain. Et il y a tant d'années que je vis avec cette certitude d'être perdu, tant d'années que je continue ma vie de mensonge et d'atermoiement, trompant, trompé, gâchant tout, que je regarde venir cette fin avec un cynisme qui me fait peur à moi-même. Je pars, encore une fois, pour aller la rejoindre. Note. Le raccourci est trompeur. Il ne s'agit plus ici de la femme de Genève, mais de celle de Bordeaux. Reprise. Je pars, le cœur plein d'une ivresse délicieuse, à la pensée que je l'aurai encore cette nuit. Je pars, le cœur serré, en songeant que je ne reviendrai plus ici, dans ma maison, au milieu de tous ceux que j'aime. Car si elle voulait me suivre, si elle y consentait cette nuit, je l'emmènerais n'importe où, jetant mon passé derrière moi sur les grandes routes. Toutes les misères partagées avec elle me seraient douces encore. Le soir à 10 heures, à la gare où j'arrive, je trouve Charles S. qui m'a amené, sur ma prière, une voiture pour aller là-bas. Il y monte avec moi pour un bout de chemin, je le déposerai sur les quais en passant. Je tremble en songeant que dans une heure je la tiendrai entre mes bras et mettrai doucement un premier baiser le plus délicieux sur ses lèvres. En route, Charles S. me confie ses projets d'avenir, pauvre garçon. Encore un dévouement complet celui-là et bien inattendu. Il me sauve d'une circonstance critique en disant avec aplomb: nous sommes les 2 frères. Il me conte qu'il va se marier lui aussi, avec une petite Espagnole qu'il m'a fait voir à mon dernier voyage et qu'il aime depuis son enfance. Elle est aussi charmante que lui est beau, seulement il n'a pas beaucoup d'argent. Alors ils travailleront. Elle a refusé un riche mariage pour lui qui n'a rien, pendant qu'il était au service. Il me croit un des heureux de ce monde. Il ne se doute pas de l'enfer que je porte avec moi. Sa conversation me fait mal.
et j'ai hâte de le voir descendre et d'être seul. J'envie son bonheur, sa beauté, et les 6 années qu'il a de moins que moi. Peut-être, si j'étais aussi beau que lui, elle consentirait à me suivre, et pourtant je sais bien qu'elle m'adore. Enfin me voilà seule, et ma voiture roule très vite vers elle, dans la nuit qui sent bon le printemps. Mercredi 12 avril, lendemain. J'étais assis devant un café des quais le matin, énervé de la nuit qui venait de finir, la tête encore toute pleine d'amour en face des navires, respirant délicieusement l'air frais du printemps. Une main s'abattit lourdement sur mon épaule. Alors ce fut un moment de terreur inexprimable. Je songeais à cette chose terrible qui s'appelle la justice. J'eus l'impression que doivent avoir les misérables qu'on arrête. De ma vie, je n'oublierai cet instant. Tiens, c'est toi, Bernie, dit une voix rude et franche. Je me retournai et vis Charles S. qui m'avait touché. Toute l'inévitable bande était derrière lui, alors je compris. Il le fallait bien ce qu'il venait de faire. Je leur serrai la main à tous et retrouvai pour causer une gaieté de matelot. À Rochefort, 8 heures du soir. Jeudi 13 avril, je vais conduire Ninet à Marennes. 14 avril, retour à Rochefort. 19 avril. Sauvé, presque. Je me dis que je suis sauvé, que c'est fini, au moins pour un temps. Cette terreur qui venait de Genève. Et je n'en éprouve aucune joie, à peine un soulagement, je suis sauvé. Mais je n'ai plus de fils, et il me semble que j'ai fait là quelque nouvelle infamie, en l'abandonnant, pour qu'il me laisse, il au pluriel, vivre en paix, et que je suis plus misérable encore. J'ai fait tout ce qu'ils ont voulu, et à présent je suis libre. Il me semble que tout ce passé est bien mort, et que personne ne pourra plus me le jeter au visage. J'ai aussi rangé ces papiers, ces CES, qui pouvaient me perdre. J'ai rangé 2 lettres, j'en ai brûlé. J'en ai gardé que j'aimais encore, mais celles-là, je les ai ensevelies et cachetées dans un lieu secret. Reste encore l'affaire du souverain, mais elle ne m'inquiète plus. Et je sens que la pensée unique d'amour emporte en ce moment toutes les autres. Tout ce qui n'est pas elle, pour moi, n'est plus rien. À E. Pouvillon, italique. Mon cher ami, j'ai compris l'affection que j'ai pour vous, à la tristesse que votre dernière lettre m'a apportée. Tout de suite je voulais vous écrire, et puis une lettre de qui vous savez est venue tout chavirer dans ma tête. J'ai quitté Rochefort pour aller la rejoindre, je suis revenu, l'aimant plus que jamais, et pendant quelques jours la pensée unique d'amour a pris la place de tout. Je vous assure, mon cher ami, si vous voulez, nous nous trouverons un jour tous les deux au beau soleil de la Méditerranée, qui vivifie tout ensemble. Nous regarderons derrière nous ces jours présents qui sont sombres et qui seront passés. Nous serons guéris tous deux, vous de votre désespérance, moi de mon amour. Nous serons vivants et peut-être encore jeunes, j'irai vous chercher quand la crise qui va venir pour moi sera passée, que je serai séparé d'elle pour toujours. Je vous emmènerai au bon air marin, au vent, au soleil, et vous verrez le résultat. Je voudrais vous envoyer un peu de vie, j'en ai dans ce moment à donner. J'ai quitté mon service monotone auprès de l'amiral. Je me suis remis à cultiver mes muscles, à remuer, à vivre. Tout cela pour elle. Ce printemps qui est venu et cet amour me monte à la tête et me grise. Je vois approcher ce mois de mai, cette date de la séparation avec angoisse et terreur. Je tâcherai d'avoir du courage, de me consoler avec cette assurance affreuse que forcément je l'oublierai. C'est alors que je passerai par Montauban et que j'irai vous prendre, si vous voulez, votre ami Julien Viau. Samedi 22 avril, Hôtel de France. Au moment de partir pour la gare, l'amiral me fait appeler pour l'affaire du souverain. J'y vais en courant, j'expédie à la gare mon planton, portant mes effets civils, je réponds à l'amiral des choses incohérentes, et puis je pars en courant. À la gare, dans la salle d'attente, je change de costume. Là-bas, à 10 heures du soir, en arrivant, je trouve la voiture que Charles S. a commandée pour moi. À minuit, je suis auprès d'elle. De loin, en approchant de la maison par le jardin, je vois briller à une fenêtre du rez-de-chaussée, à une place inusitée, une lumière qui me semble sinistre. Elle me dit après ce que c'était, un cierge allumé auprès d'un vieux domestique mort.
Dans sa chambre à elle, il y avait sur une table un carton que j'avais envie d'ouvrir, poussé par je ne sais quelle curiosité extraordinaire. En effet, c'était bien cela. Des fleurs d'oranger, une couronne de mariée, sa couronne toute prête pour le mariage qui sera consommé jeudi prochain. Alors je lui dis, montre-moi aussi ta robe blanche, habille-toi aussi en mariée pour moi. Cette nuit, la dernière, quelle fièvre, quelle ivresse, avec des larmes et du désespoir. Le matin du 23 avril, avant de quitter son pays, je me donne ce plaisir cruel d'aller à la mairie lire les affiches des mariages, pour y voir encore une fois son nom, pour la voir, affichée. 23 avril. À Jousselin, italique. Mon cher ami, ce matin, un peu avant 4 heures, je l'ai quitté et eux pour toujours. Dans la maison, tout était aux préparatifs du mariage qui sera consommé cette semaine. La couronne blanche était dans un carton près du lit où nous avons couché dans sa chambre. Vous direz que c'est le comble du cynisme et de l'audace ce que nous avons fait là. Dites de moi ce que vous voudrez, mais elle ne la jugeait pas de si loin. C'était à la campagne. Un vieux domestique mort la veille et qu'on enterre ce matin était dans la maison. Nous songions aussi à ce cadavre, couché sous le même toit que nous. Quand je l'ai quitté par le jardin, c'était avant jour, vers 3h30 ou 4 heures. La pluie tombait à torrents avec un vent glacial. Je suis allée à la ville me jeter sur un lit d'autel. Je me suis endormie un instant de ce sommeil troublé, plein de fatigue et d'énervement, qui suit des nuits pareilles. J'ai rêvé que je passais avec elle dans une voiture qui allait très vite sur les falaises de Douarnenez. Nous vîmes l'escadre qui défilait en mer. Je lui dis, il faut faire arrêter. Avec une longue vue, je pourrais peut-être voir Pierre sur le frier de Lande. Par cette longue vue, en effet, on distinguait toutes les figures sur les navires. Et je vis Pierre mort, étendu sur le pont que les matelots entouraient. Alors je m'éveillai. Au réveil, ce fut Stamboul qui m'apparut, avec une honnêteté poignante qui me donna un coup au cœur. Ces paroles me revinrent, les dernières qu'Akidje m'a dites entrecoupées de larmes. Comme un oiseau qui s'en va, je te laisse échapper, je ne te verrai plus. C'est fini, fini à jamais, ce rêve délicieux d'amour, le dernier de ma vie, le désespoir me prend, mon cher ami. Il m'enveloppe, me pénètre, je sens que c'est grave. Et je vous appelle au secours, vous, le seul au monde à qui je puisse dire ces choses qui n'auraient pas de sens pour d'autres. J'ai une envie de mourir dont vous n'avez pas idée. J'avais pris une résolution bien forte, ne plus la revoir, lui en faire le serment avec mes derniers adieux, au lieu de mendier après ces rendez-vous qu'elle m'aurait donnés peut-être et qui auraient fini dans le mépris. Et puis me marier, lui prouver que je suis capable aussi de fidélité, d'une existence raisonnable, et de rendre ma femme heureuse, c'était la seule vengeance que j'avais décidée. Elle l'aurait su. Plus tard, dans des années, nous aurions pu nous revoir peut-être, et mes enfants auraient joué avec les siens. Mais le courage me manque, tout m'est indifférent. J'ai envie d'en finir. Je crois que je chercherai à la voir encore. Et bientôt, après, tant pis. Et puis, cette ordure qu'on me jette du souverain m'empêcherait peut-être de faire un mariage convenable, d'avoir l'honorabilité reconnue qu'il me faudrait. Tant pis. À vous, Julien Viau. Écrivez-moi. Demain matin, en arrivant à Rochefort, j'écrirai une longue lettre à l'article pour lui dire où j'en suis de mes affaires du souverain. Allez le voir, voulez-vous. Il vous la communiquera. Vous déciderez ensemble ce qui me reste à faire au fond, je m'en moque. Je vous écris dans un café. Il est 10 heures le matin.